Un, deux. C'est bon, très, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, conseil municipal du 26 janvier 2021, c'est le premier de cette année. Je voudrais vous renouveler tous mes voeux pour cette nouvelle année, justement. Donc, on s'est vu, je sais, pour les voeux mairie il y a déjà quelques jours. Je n'ai pas tous vu, Magali, entre autres. Donc, voilà, donc, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous les meilleurs voeux pour cette année 2021. On l'a fini malheureusement avec le Covid, on le recommence avec le Covid. Donc on est dans une situation encore particulière pour ce conseil municipal, puisqu'on se retrouve à l'Escale et en huis clos, à Pelletier et à huis clos. Donc voilà, donc c'est filmé. Nous allons attaquer avec l'appel des conseillers pour la vérification du quorum. Donc Gérard Dubois, donc présent. Michel Bonan. Catherine Rioux. Présente. Bertrand Vallat. Valérie Tissot. Christophe Lallemand. Brigitte Chancrin. Hubert Malmened, donc pouvoir à Gérard Dubois. Roger Lois. Christine D'Angelo. Élise Fayolle. Audrey Moulin. Pascal Cellier. Mathilde Magdinier, Alexandre Badet, Martine Desgouttes, Arnaud Buchon, Joël Pozon, William Ingrao, procuration à Michel Bonan, Valentine Knapp, procuration à Catherine Rioux, Jacques Manvy, Pascal Olanier, Louis Marat, Jean-Pierre Bruyère, Jocelyne Roche, Gilles Bierset, Sylvie Dinello, Dominique Deschandons et Magali Rousset. Voilà, donc le quorum est atteint. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport au compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal du 15 décembre? S'il n'y a pas de remarques, donc approuvé. Merci à vous. L'ordre du jour du conseil municipal d'aujourd'hui, compte rendu de la délégation de signature consentie au titre de l'article L2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Le secrétaire de séance, on va nommer Louis, si tu le veux bien. Louis Marat. Il y aura donc modification des statuts de la CCFE. Après CCFE, convention, instruction des autorisations d'urbanisme ADS, renouvellement du conseil municipal senior, un point sur les finances avec l'institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PAC, l'éducation et jeunesse avec l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire, le transport scolaire collège, tarif des transports scolaires primaires et maternels et le DAI Simone Veil. Aménagement du territoire, développement durable, convention avec l'agence d'urbanisme EPUR, c'est le programme partenarial d'activités mutualisées. La révision du plan local d'urbanisme, la vente d'un tenement situé au lieu dit Croix-Rappot, modification de l'état descriptif du bien situé au 26 avenue Irénée-Laurent vers l'agence postale, la convention opérationnelle entre la commune de Vauche et Epora, établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, c'est la requalification foncière place Aristide Briand. En ressources humaines, convention d'adhésion aux prestations, hygiène et sécurité au travail et attribution de bons cadeaux aux agents de la collectivité. Le compte-rendu de la délégation de signature consentie au titre de l'article L2122.22 du Code général des collectivités territoriales, c'est une décision administrative, c'est l'encaissement d'un chèque d'un montant de 1 661,32 € émanant de la compagnie d'assurance Groupama qui correspond au règlement du dossier sinistre du 15 mars 2019 dans lequel du mobilier urbain vers l'espace Bayard avait été endommagé par un véhicule.
Nous commençons avec la modification des statuts de la communauté de communes de Forêt-Est. Nous avions délibéré le 16 décembre 2020 en communauté de communes de Forêt-Est la modification des statuts de la communauté de communes. Donc, considérant la nécessité de modifier les statuts de la communauté de communes de Forêt-Est afin de prendre en compte les conséquences induites et découlant des dispositions législatives et réglementaires de la loi du 27 décembre 2019. Considérant que les communes de Châtelus, Chevrières, Gramont, Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Viricelle et Virigneux ne font plus partie de la communauté de communes de Forêt-Est depuis le 1er janvier 2018. Considérant que les compétences optionnelles exercées par la communauté de communes au moment de la promulgation de la loi restent de sa compétence, la protection et mise en valeur de l'environnement, la construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, l'action sociale d'intérêt communautaire, la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire, création et gestion de maisons de services au public. Je rappelle donc on doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération actant la fixation de ces statuts par la communauté de communes de Forêt-Est et qu'à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Donc voilà, je vous propose d'accueillir favorablement le projet de statut de la communauté de communes de Forêt-Est tel adopté par le conseil communautaire de cette dernière au terme de sa délibération en date du 16 décembre 2020, qui porte sur la modification des statuts de la communauté de communes de Forêt-Est et donner tout pouvoir donc à moi-même ou à mon représentant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce que vous aviez des remarques particulières à ce sujet? Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. L'instruction des autorisations d'urbanisme, c'est la convention avec la communauté de communes de Forêt-Est. Je rappelle à l'Assemblée que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. La commune, dans le cadre de sa compétence en matière d'urbanisme, peut confier à l'établissement public de coopération intercommunale, donc à CCFE, le PCI, dont elle est membre, l'instruction des actes relatifs à l'application du droit des sols. Il y a un projet de convention qui doit intervenir entre la commune et la communauté de communes, par laquelle la commune envisage de confier l'ensemble de son territoire à l'instruction des actes relatifs à l'application du droit des sols au service d'instruction de la communauté de communes. La convention que vous avez en annexe, donc c'est pour une durée indéterminée. Je vous demande d'approuver les termes de la convention devant intervenir entre la communauté de communes de Forêt-Est et la commune de Vauches, par laquelle cette dernière confie pour l'ensemble de son territoire l'instruction des actes relatifs à l'application du droit des sols au service instruction de la communauté de communes et m'autoriser ou mon représentant à signer la dite convention. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, Magali. Bonsoir. C'était juste une petite question pour savoir si c'était nouveau ou si ça existait déjà, si c'est un renouvellement ou si c'est vraiment nouveau, cette convention. Non, c'est pas nouveau du tout, parce que depuis 2017 que la commune de Vauches a intégré donc, CCFE. Je vais faire quand même un petit rappel. Il faut savoir que le service ADS, donc l'occupation des droits du sol, l'autorisation des droits du sol, c'est un service mutualisé à l'échelle des 42 communes de Forêt-Est. C'est sur 2 sites, dont un qui est sur Feur avec 3 instructeurs et un sur Vauches avec 3 instructeurs pareillement. Donc la partie de Feur s'occupe plus de la partie secteur nord de Forêt-Est et Vauches s'occupe
plus de la partie de sud de Forêt-Est. La convention, c'est la commune qui est compétente en urbanisme. Elle confie donc justement les instructions des actes d'application du droit des sols au service instruction de CCFE, durée indéterminée. La commune, elle et demeure le guichet unique pour les défauts des demandes d'urbanisme et assure tout conseil, contact préalable, tout renseignement en urbanisme. La résiliation donc, peut se faire à tout moment ou au plus tard 3 mois avant la fin de chaque année civile pour l'une ou l'autre des parties, avec lettre recommandée et avec avis de réception. La disposition financière, donc, telle qu'elle est écrite dans la convention, c'est à titre gratuit à ce jour, mais possibilité d'une participation aux frais d'affranchissement, donc c'est par un avenant. Il faut bien respecter les délais de transmission des dossiers, et puis la convention précise le rôle des parties lors des phases du dossier, dépôt d'instruction, décision. Le rôle de la commune reste compétente en matière d'urbanisme et le rôle du service instructeur qui a pris la suite des services de l'État depuis 2015. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Merci. Juste une question de curiosité. Quel est le volume de dossiers traités annuellement dans ce cadre-là? Environ, Je n'aurai pas la réponse, donc on va prendre la question. On vous donnera le détail entre le sud et le nord. On traite beaucoup de dossiers parce que nous, on a toute la partie sud qui s'étend quand même de Moron, tout ce qui est Moron, Saint-André-le-Puy, Bellegarde, Chazelles. Donc, oui, etc. et en fait, donc, ça mobilise 5 personnes, c'est ça? 3 du service instruction. 3 sur Vauche et 3 sur Feur. Mais plus 2 propres à la commune qui réceptionnent les dossiers, c'est ça? Dans chaque commune, en fait, nous, on a la chance, on a une centralité, on a la chance d'avoir un service urbanisme. Donc, nous, on a chez nous 2 personnes qui travaillent effectivement sur l'urbanisme. Mais les petites communes, elles n'ont bien souvent, c'est que la secrétaire de mairie qui fait tous ces dossiers-là, qui les prépare pour les envoyer à la communauté de communes. Donc, elles ont beaucoup plus de boulot. C'est vrai que nous, on confie au service ADS. Mais nous aussi, ça demande beaucoup de travail, de vérification, et puis pour accorder les permis de construire de chaque PLU. Alors, il y a des PLU, il y a des communes qui sont en règlement en RNU, il y en a qui sont en carte communale encore. Donc tout ça, il faut que le service instructeur puisse avoir tous les renseignements. C'est pour ça qu'on confie au service ADS de Vauche pour qu'elle fasse ce travail en amont, mais nous, on reste compétents en matière d'urbanisme. D'accord. Et dernière question pour moi, est-ce qu'il y a des évolutions dans cette convention par rapport à la précédente? Non. C'est l'identique? Oui. D'accord. Merci. C'est, je dirais, un copier-coller. Si vous le voulez bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au renouvellement du conseil municipal senior pour l'approbation. Donc, je vais passer la parole à Brigitte Chancrin. Bonsoir à tous. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2143-2 autorisant le conseil municipal à créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que dans sa volonté d'intégrer la population des seniors et de les faire participer activement à la vie démocratique de la commune, la municipalité souhaite renouveler le conseil municipal senior. Les personnes de 65 ans et plus
qui représentent une proportion importante de la population vauchoise, sont de plus en plus nombreuses à vouloir mettre leur temps libre, leurs compétences, leur expérience, leur mémoire et leur savoir-faire au service de la collectivité. Le conseil municipal senior s'inscrit totalement, d'une part, dans la politique de la municipalité en matière de démocratie participative et de concertation avec les Vauchois, et d'autre part, dans la volonté de s'appuyer sur l'expérience et la disponibilité des aînés de la commune. Instance consultative et participative, le conseil municipal senior se définit comme une force de réflexion et de proposition à ce sujet sur diverses thématiques, comme loisirs, la santé, l'habitat, la sécurité, la solidarité, le bien vivre ensemble, et sans oublier les questions relatives à la mobilité, au développement durable et aux liens intergénérationnels. Il n'a pas pouvoir décisionnel. Il ne saurait se substituer au travail des élus, dont la légitimité relève du suffrage universel. Il peut être sollicité sur n'importe quelle question d'intérêt général se rapportant à la commune. Il se prononce sur des dossiers ou des projets soumis par la municipalité ou émanant du conseil lui-même. Les membres du conseil municipal senior seront désignés par le maire pour la durée du mandat en cours. Considérant qu'il est souhaitable d'associer et de consulter des personnes désireuses de mettre leur temps libre, leurs compétences, leur expérience, leur mémoire et leur savoir-faire au service des autres, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de renouveler le conseil municipal senior de 29 membres pour la durée du présent mandat, d'approuver le règlement intérieur inhérent à cette instance dont le projet figure en annexe. Donc je ne vais pas reprendre tous les articles du règlement intérieur. Je souhaiterais simplement compléter en apportant quelques chiffres et quelques dates qui peuvent intéresser certaines personnes. L'installation du premier conseil municipal senior a eu lieu le 24 juillet 2018. Il y a eu 9 séances et le nombre de personnes de plus de 65 ans est de 2292. Il y a eu 2 grandes réalisations après constitution de groupes de travail au sein de ce conseil. Le livret d'accueil pour les nouveaux arrivants et le travail sur la sécurité et les déplacements. Voilà, donc nous allons lancer l'appel à candidature dès que possible et bien sûr, en fonction des conditions sanitaires, nous pourrons mettre en place ce futur conseil municipal senior. Donc voilà, les articles, vous avez pu les consulter. Et maintenant, avant de passer au vote, s'il y a des observations, des questions. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que l'ensemble des élus sera destinataire des procès-verbaux des conseils municipaux seniors? Il serait intéressant de connaître leurs réflexions et leurs propositions. Alors, dans le règlement, c'est ce qui apparaît dans quel article ? Dans quel article ou le 13. Alors, attendez. À quel endroit ? L'assemblée plénière est la réunion de l'ensemble des membres du conseil municipal senior. Elle est convoquée par le maire. Elle se réunit donc au moins une fois par trimestre, sous la présidence du maire ou de la vice-présidente. Le secrétariat est assuré par le service communication. Un compte-rendu sera établi et transmis après validation du président ou de la vice-présidente aux membres du conseil municipal senior, aux adjoints et maires, ainsi qu'à la directrice générale des services. Non, c'est ce qu'il y a dans le règlement. Et on ne peut pas modifier le règlement pour avoir les comptes rendus. C'est ce que nous avons établi. Si vous voulez ma réponse, elle est écrite à l'article 13. Donc, à l'issue de chaque séance, un compte-rendu sera établi et transmis après validation du président ou de la vice-présidente. En tout état de cause, ce compte-rendu n'a pas vocation à être diffusé en externe. Les séances ne sont pas publiques. Madame Roche.
Bonsoir à tous. J'avais quelques questions sur le sujet. Alors déjà, pour rebondir sur la demande faite en ce qui concerne la diffusion des comptes rendus, moi, je pense qu'il aurait quand même été intéressant que ces comptes rendus puissent être diffusés au moins aux membres du CA, du CCAS, parce qu'on est quand même... je sais pas, je trouve que ce serait quand même logique. J'avais donc d'autres questions. Je voulais savoir combien de personnes avaient postulé sur l'ancienne mandature, sur les 2000 et quelques personnes de plus de 65 ans. Également, j'aurais souhaité savoir s'il y a plus de 29 candidats, s'il serait possible que ce soit les membres du CA, du CCAS qui participent à ce dépouillement et non pas que 3 personnes. D'ailleurs, choisi comment l'élu, on ne sait pas. Voilà. Et puis... qu'est-ce que j'avais noté également? Je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Et, est-ce que vous connaissez d'ores et déjà la date de l'élection? Est-ce qu'elle a été programmée? Non, non, non. On va d'abord lancer l'appel à candidature. Alors, je ne sais pas le nombre d'avant. Je savais bien qu'il y aurait une question subsidiaire. Donc, ça, on vous la fournira plus tard. Je suppose qu'il y en avait plus. 6 60. 60. Ensuite, lors de commission, nous pourrons aborder certains sujets, j'allais dire, qui seront déjà traités, nous aussi, en commission. Donc, mais on va les laisser faire leur travail, groupe de travail, on va voir comment ça se constitue. Mais il y a cette base de règlement, voilà, qu'on a déjà aménagée et qui est différente de celle d'avant, où on a fait la part des choses aussi avec le CCAS. Donc, on a différencié. Voilà, c'était comment beaucoup on plus clair. choisit l'élu qui assiste au dépouillement, puisque j'ai vu qu'il y avait le président, le vice-président, enfin, la vice-présidente, et un ou une élue. Ça se passe comment? Comment la personne est choisie? Ça sera Martine Desgouttes, pour votre information, voilà, qui était l'ancienne adjointe aux affaires sociales. Il y aura de toute façon, on est dans l'esprit de communiquer beaucoup. On ne va pas toujours transmettre des comptes rendus à Thierry-Larigot pour avoir des comptes rendus. On vous communique les informations assez régulièrement, donc on continuera à le faire. Si vous avez des questions à nous poser, nous vous répondrons volontiers sur les sujets. Bien évidemment, comme l'a dit Brigitte, en CCAS, bien évidemment, on fera des petits retours de ces réunions. Voilà, donc ça se réunit une fois par trimestre. Donc, Dernière question. Oui. Une petite suggestion concernant... Pardon. Bonsoir à tous. Donc, une petite suggestion. Concernant l'assiduité, peut-on rajouter la possibilité pour un conseiller municipal senior empêché d'assister à une séance de remettre à un collègue pouvoir écrit de voter en son nom ? S'il n'y a plus de remarques, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Votez à la majorité. Le sujet suivant, c'est l'institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PAC. Je rappelle que la participation pour le raccordement à l'égout, instituée par l'article L 1331-7 du Code de la santé publique pour financer le service d'assainissement collectif, est perçue auprès des propriétaires d'immeubles achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera
plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012. Je parle de 2012 puisque avant c'était le PRE, le prêt, le raccordement à l'égout. Depuis 2012, donc c'est une participation qui a été remplacée pour devenir une PAC. C'est un financement à l'assainissement collectif qui est instauré par l'article 30 de la loi de finances, rectificatif pour 2012 bien évidemment, et qui est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement. Donc on va instaurer cette nouvelle participation en application de l'article L1331-7 du Code de la santé publique, qui est en vigueur, je le rappelle, depuis le 1er janvier 2012. L'institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PAC, pour les constructions nouvelles. Donc, c'est à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l'obligation de raccordement. Donc, une participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PAC. Conformément à l'article 1331-7 du Code de la santé publique, qui donne la possibilité, le conseil municipal peut instaurer à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l'obligation de raccordement une participation pour le financement de l'assainissement collectif. La participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d'un titre de recette à l'encontre du propriétaire. Je propose de fixer la PAC pour les constructions nouvelles au 1er janvier 2021, ainsi donc une participation par logement de 2 000 €, et de fixer la PAC pour les constructions existantes au 1er janvier 2021 disposant d'un assainissement individuel et désirant de se raccorder au réseau collectif, une participation par logement de 2 000 €. Et je rappelle le fait générateur de la PAC, elle est la date de raccordement au réseau. Les recettes sont recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrite au budget assainissement, recettes de fonctionnement, article 704. Est-ce que vous aviez des observations? Alors, je ne sais pas qui c'est qui va commencer. Gilles? Bonsoir à tous. Une précision, l'assainissement individuel est désirant se raccorder ou c'est plutôt obligatoire de se raccorder dans un certain délai, comme avant? Alors, dès que pour nous, ce n'est pas le cas, puisque pour nous, l'assainissement collectif est présent en grande partie sur la commune. Il y a très peu d'immeubles ou de maisons individuelles qui sont non raccordées. Alors, tu connais bien le secteur, puisque c'est surtout à l'ouest de notre périmètre à nous. Et il n'y a pas possibilité de se raccorder, quoique maintenant, on a fait, depuis 2019, on a fait des raccordements sur ces rues-là. Mais bon, les gens, ce n'est pas une obligation non plus. Ceux qui avaient des fosses sceptiques, je dirais, soit ils se raccordent, soit ils restent comme ils sont, mais sauf qu'ils sont obligés d'avoir l'entretien de leur assainissement collectif. Ça, c'est une contribution qui pourrait avoir. Il faut préciser que, de toute façon, les services en charge de la collecte des eaux usées, donc on ne peut pas dépasser 80% du coût d'un dispositif d'assainissement non collectif, dont on aurait déduit le coût du branchement. C'est-à-dire que sur la plupart maintenant des installations, il faut compter un dispositif d'assainissement non collectif qui est compris entre 5 000 et 8 000 €. Donc, on ne peut pas dépasser les 4 000 € de participation, ce qui ferait qu'on dépasserait les 80%. Donc, ça va de 4 000 € à 6 400 €. Nous, à Vauche, on met 2 000 €. Donc, on est bien en deçà des normes qu'on pourrait appliquer. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a bien d'autres communes qui sont à 4 000. Donc, le coût des 2 000, c'est pas étonnant. C'est même bien. Mais il faut quand même alimenter la caisse. La collectivité fait des dépenses pour faire de l'assainissement collectif. Il faudrait être peut-être plus directif. Il me semblait qu'il y avait des dispositions avant où on avait un délai pour se raccorder. Alors, bien évidemment, il y a 2 ans pour se raccorder.
si tu vois les travaux, si vous voyez, les travaux qu'on est en train de faire sur la commune, la mise en séparatif, entre autres l'avenue Barthélemy-Villemagne, le chemin des Granges, et puis l'avenue Paccard maintenant, et ça va se poursuivre tout au long de la mandature. Bien évidemment, les gens qui sont à proximité, ils ont eu la chance d'avoir leur descente d'eau pluviale sur la rue, donc il y a eu le raccordement direct. Et là, à chaque fois que les entreprises travaillent, elles amènent à proximité de la maison des tabliers, au droit des parcelles, on met pour le raccordement, aussi bien en eau usée qu'en eau pluviale. C'est des boîtes de raccordement qu'on met. Mais il y a 2 ans pour une obligation. Oui, alors on est d'accord, sauf que ce n'est pas indiqué. Ah ben ça c'est la loi qui s'applique. Hein. Après, il n'y a rien de nouveauté, c'est justement l'application de la participation justement pour l'assainissement collectif. On s'en est aperçu parce que moi, depuis, j'ai fait quand même des recherches parce que avant le prêt, en fait, la participation pour l'égout, on votait ça en même temps que le budget de l'eau et de l'assainissement sur une même délibération. Et à partir de 2012, étant donné que la loi au 1er juillet 2012 a changé, donc ça s'est arrêté à l'instant de 2012. Ça n'a plus évolué. Et chaque fois que maintenant on voudrait changer une participation, eh ben, il faut qu'on délibère. Donc c'est pour ça que là, on a trouvé judicieux, puisqu'en plus, comme tu l'as rappelé, dans notre programme, il y a quand même une mise en demeure qui a été faite auprès par la DDT pour notre commune, de se mettre en réseau séparatif. Donc, bien évidemment, à partir du 1er février 2021, on va faire participer toutes les constructions nouvelles à hauteur de 2 000 € pour le raccordement à ce réseau d'assainissement. C'est ce qui va remplir, effectivement, comme tu le dis, ça a un coût pour la collectivité, donc c'est normal que ça soit répercuté sur les particuliers ou les promoteurs. Oui, Magali. C'était quoi le montant du prêt avant? Comment? Là, c'est 2 000 € pour la PAC. Le prêt, c'était quoi? Alors, on arrivait à une époque, en 2012, à 1 000 €. On était à 1 000 €. Ouais. Donc, il y a eu des évolutions tout le long des mandatures, de 2002, 2003, 2004, jusqu'en 2012, où on arrivait à 1 000 €. Et au changement de la loi, on est resté à 1 000 €. D'accord. Donc voilà. Après, moi, on s'est quand même documenté sur ce qui se passait à côté, sur les villes voisines. On s'est aperçu que déjà, en 2012, on aurait pu déjà appliquer les tarifications du moment. Il faut savoir que tout ce qui était Saint-Étienne Métropole ou LFA, Loire-Forêt Agglomération, c'est des zones, des villes qui étaient déjà comprises entre 2 500 et 3 000 €. Maintenant, elles en sont à 4 000 € pour ce qui est de forêt de SEM. Donc, on n'est pas été jusqu'à 4 000 €, mais on aurait pu, effectivement. Mais 2 000 €, je pense que c'est une bonne moyenne. Au niveau de notre secteur de forêt est, il faut savoir qu'on était la ville la plus basse de notre EPCI. Il y a des villes au nord, des centralités même, qui sont entre 3 000 et 4 000 €. Donc voilà.
pour cet instant, je vais vous proposer, moi, de voter pour 2 000 euros. Si l'année prochaine, on a envie, on pourra monter à 2 500, 3 000 euros. Voilà. Oui, merci. Nous allons passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer tout ce qui est accueil de loisirs, vacances scolaires et mercredi. Donc, c'est les votes des tarifs pour l'année scolaire 2021-2022. Et je passe la parole à Catherine. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, voilà, on va commencer par tout ce qui est accueil de loisirs. Donc, il s'adresse aux enfants âgés de 4 à 17 ans. Voilà, tout se situe donc au pôle enfance-jeunesse que vous avez pu visiter. Donc en fait, au niveau des tarifs, nous avons décidé de maintenir les tarifs qui sont proposés actuellement et de ne pas augmenter pour l'année 2021 et 2022. Sont toujours, je rappelle, des tarifs qui sont calculés en fonction du quotient familial des familles. Voilà. Est-ce que sur l'accueil de loisirs, pendant les vacances, justement, il y a des questions. Oui. Oui, puisqu'on aborde l'accueil loisir, j'aurais une remarque. Logiquement, ces services sont utilisés en majorité par les personnes qui travaillent. Or, le plus grand nombre d'entre eux a des horaires fixes, que ce soit pendant les périodes scolaires ou de vacances. Et il ne leur est pas possible de modifier leurs horaires en fonction de ceux du centre. De plus, pour ceux qui ne travaillent pas sur Vauche, 18h le matin, c'est tard, et 8h le matin, c'est tard, et 18h le soir, c'est tôt, surtout avec la circulation à ces horaires-là. Aussi, pourquoi, puisque la demande existe, ne pas ouvrir le centre aux mêmes horaires que pendant la période scolaire, soit l'ouverture à 7h20 le matin, et la fermeture à 18h30 le soir. Alors, c'est bien de la poser en conseil municipal parce que peut-être qu'il y en a qui n'en avaient pas eu vent. C'est vrai que cette demande, moi, ça fait 3 ans qu'on la reformule. Il faut savoir que pour, on va dire, 40 minutes le matin et 30 minutes le soir, c'est un emploi supplémentaire à créer au niveau de la ville de Vauche, uniquement sur les vacances scolaires et uniquement peut-être sur du périscolaire le mercredi. Enfin voilà, il faut savoir que c'est très compliqué. Je veux dire après, tout ça, ça a un coût et à un moment, il est réimpacté aussi aux familles. Donc le fait aussi de demander aux familles qui en auraient vraiment l'utilité a été fait. Moi, je l'ai mentionné à de nombreux conseils d'école. Voilà, écrivez-nous des courriers. Faites-en la demande, que ce soit auprès du pôle enfance-jeunesse ou des services de la mairie. À ce jour, si nous avons reçu 3 courriers depuis 3 ans, c'est tout le bout du monde. Donc je dirais que oui, je l'ai entendu. Nous essayons effectivement de réfléchir et de pallier à la situation, mais aujourd'hui, elle est coûteuse. Et on a du mal à trouver des contrats de 18h ou 20h qui pourraient effectivement faire ces 40 minutes du matin et ces 30 minutes du soir. Donc voilà, aujourd'hui, pour 3-4 demandes, il n'y a pas de justification à augmenter les tarifs pour tout le monde aussi. Voilà. Merci. Sur l'accueil, oui. Oui, mais non, parce que je n'ai pas dit les tarifs du mercredi, mais eux aussi, ils n'ont pas changé pour l'année 2021-2022. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les tarifs, que ce soit du mercredi ou de l'accueil de loisirs? Non. Donc, monsieur le maire va procéder faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Donc toujours Catherine avec les transports l'accueil périscolaire. Voilà. Donc l'accueil périscolaire, alors il faut savoir qu'il est un petit peu disparate entre les 2 groupes scolaires puisque Marcel Pagnol bénéficie des locaux du pôle enfance-jeunesse. Voilà. Donc tous les enfants sont au pôle enfance-jeunesse
pour Marcel Pagnol. Au Glycines, c'est un peu plus compliqué. On va dire qu'on n'a pas de salle appropriée qui pourrait accueillir la maternelle et l'élémentaire, donc on le fait dans chaque école. Donc il y a un périscolaire pour la maternelle Glycines et un périscolaire pour la maternelle, pour l'élémentaire Pagnol, l'élémentaire Glycines, pardon. Et donc voilà. Donc c'est vrai que tout ça engendre de plus en plus aussi d'animateurs, parce que plus il y a de points de périscolaire, plus il y a d'animateurs. Mais même si vous êtes au goût et au courant de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, on a dû recruter même plus d'animateurs pour pallier à ces encadrements afin que les enfants ne soient pas brassés. Donc voilà, donc tout ça, on a décidé, on espère que d'ici 2021-2022, ça ira mieux, de ne pas augmenter non plus les tarifs de périscolaire des matins et du soir. Et ceux-ci vont bien de 7h20 à 8h30, enfin à 8h20, l'ouverture du portail, et jusqu'à 18h30 le soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autres? Après, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. On peut procéder au vote. D'accord, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Donc cette fois, c'est bien les transports scolaires, collèges publics. Alors sur le transport scolaire, donc il n'y aura aussi pas d'augmentation pour l'année 2021-2022. Donc la seule nouveauté cette année qu'on a mis en place dès septembre, c'était un repère différent pour les usagers, nos collégiens. On s'est rendu compte effectivement qu'entre le département et la ville de Vauche, le C1, C2, C3 s'appelait exactement de la même que ce soit le département ou la ville de Vauche. Donc on a décidé pendant l'été de faire des travaux d'affichage, voilà, mais qui a un repère. Donc je trouve ça assez sympa ce qu'ont fait les services. Et donc maintenant pour le collège, c'est le V1, V2 et V3. Et donc on est toujours au même tarif que l'année passée, 70 € à l'année, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Juste une question sur la charge pour la commune des transports scolaires, que ce soit pour le périscolaire ou pour le collège sur une année. Et en contrepartie, les recettes... Alors, il n'y a pas de périscolaire, il n'y a pas de transport pour le périscolaire. D'accord. En fait, le transport s'applique uniquement... là, on parle déjà que des collégiens. Donc, c'est-à-dire que le transport là, de collège, il prend le matin, les enfants les amènent au collège, le soir, à la sortie à 17h, et le vendredi, c'est à 16h, c'est avancé. Mais il n'y a pas de périscolaire, pas de transport pour de périscolaire. C'est vraiment le matin, le collège ouvre à 8h, les enfants donc, sont déposés à 8h moins 10 au collège, et puis c'est terminé, quoi. Il n'y a pas d'autres circuits sur Donc ma question voilà. est-ce que ce qu'on demande aux familles, ça couvre quelle part de la charge transport? Alors, très peu. Comment? Très peu. On va dire que voilà. Mais encore, on ne sait pas. Non, mais encore, il faut savoir que le transport. Alors nous, on fait des appels d'offres au niveau transport. Au niveau du transport, ça a un coût 45 000 €, on va dire pour la commune. Il faut savoir qu'on a 3 bus, donc voilà. Oui, j'imagine bien. Et 2 minibus pour les élémentaires et maternelles. Donc pour 45 000. Il faut savoir que si sur les collèges, déjà, vous avez des places, 63 places, donc vous faites le calcul à 110 € et vous trouvez vite la part de la commune qui est très conséquente. Alors, bientôt, on est en train de travailler avec la région qui va reprendre cette compétence et qui ne sera certainement plus à charge de la commune. Donc ça, c'est un travail en cours qui a été déjà demandé et travaillé, et normalement trop difficile à mettre en place pour cette rentrée-là. Pour 2022-2023, ce seront des coûts qui s'envoleront pour la commune. Nous n'aurions plus à les avoir. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu correctement? Bon, on va voter.
C'était bon, Monsieur Bruyère? Oui, oui. Oui. Est-ce que nous allons passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, voté à l'unanimité. Nous allons passer au transport scolaire, cette fois école primaire et maternelle, avec le vote des tarifs. Voilà, donc lui aussi, il a changé un petit peu de nom. C'est le V4 et le V5. Et donc, ces 2 minibus, un qui fait plus un circuit pour desservir la maternelle élémentaire Pagnol et l'école Saint-Laurent, et un autre circuit qui va desservir l'élémentaire et la maternelle Glycine. J'ai du mal. Voilà. Donc vous voyez que le transport sur la maternelle, alors il est un tout petit peu plus cher que celui du collège. Alors pourquoi? Déjà le transport collège, on s'applique avec les tarifs du département, parce que le même Vauchois, on ne peut pas dire, toi tu es au département, tu payes 110, toi tu es à Vouche, tu payes 110, mais c'est 2 enfants vauchois, donc c'est un petit peu, voilà. Mais ce qui fait la différence surtout, c'est qu'il y a un service de qualité sur la maternelle, c'est-à-dire que l'enfant, si pour une raison ou une autre, ses parents n'étaient pas à l'arrêt le soir pour le récupérer, l'enfant est ramené automatiquement sur un service d'accueil et de prise en charge, donc il y aurait un coût, et puis il effectue bien plus d'arrêts que le collège, où on demande aux collégiens de marcher un petit peu. Voilà. Donc c'est un petit peu plus du sur-mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, il me semble qu'avant, il y avait un tarif dégressif quand il y avait des fratries. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Si ça y était, mais c'est vraiment de mémoire. Hein. Non. Et est-ce qu'il y a des fratries qui prennent le quart d'ailleurs? Là, voilà. Alors ça arrive, c'est très très rare. Après, on a arrêté parce que c'est vrai que on s'est rendu compte qu'au final, un jour, il suffit qu'il y ait un enfant qui soit malade, pas l'autre. Enfin, ils prennent quand même le bus, et on s'est dit, finalement, c'est l'année prochaine, si notamment en plus ça passe à la région, avec la région, ils vont pas faire cas de savoir si le petit frère ou le grand frère prend tel ou tel, voilà. Et on s'est dit, on préfère. Et puis je le rappelle, ça reste un coût. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu prix qui diminue en fonction du nombre d'enfants, c'est vrai que c'était pas justifié, parce qu'on voit que ça demande un travail énorme en fait sur ces transports primaires. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Projet d'inclusion d'accueil vacances, c'est le dispositif d'accompagnement d'inclusion, donc le DAI. Donc Catherine. Oui. Donc là, en fait, c'est un nouveau dispositif qu'on va chercher à mettre en place. Donc, vous avez une convention normalement qui a été jointe. En fait, l'idée, c'était de créer un partenariat, donc avec le dispositif d'accompagnement et d'inclusion de Moron-les-Bains, Simone Veil. Pourquoi? Parce que on se destine, on va dire, dans nos écoles à avoir de plus en plus d'inclusion. On a déjà un travail qui est en route sur nos écoles. Bon, cette année c'est compliqué, mais avec l'IEM La Grande Terre, et on voulait l'étendre aussi, puisque certains élèves du DAI sont scolarisés dans les dispositifs Ulysse, notamment au collège. Et il y a de très bons rapports entre les élèves de ce DAI et les collégiens vauchois. Donc on s'est dit, pourquoi pas le prolonger, sachant que nous avons aussi des élèves en situation de handicap qui fréquentent le pôle enfance-jeunesse. Donc cette démarche, elle est partie de là. Et effectivement, comme vous pourrez le voir, c'est pas d'en faire quelque chose ni pour gagner de l'argent, c'est d'apporter et de mettre en commun aussi bien ce que nous pouvons offrir aux enfants du DAI, et eux ce qu'ils peuvent nous offrir aussi. Donc les locaux seront mis à disposition, donc que ce soit les locaux du pôle enfance jeunesse, mais les locaux du DAI aussi,
que nous avons visité. Ça va permettre des échanges et une continuité aussi avec tous ces enfants donc, qui sont au collège et qui se voient. Alors dans un cadre très scolaire, c'était intéressant de voir comment ils pouvaient se rencontrer aussi sur des temps plus ludiques en partageant des jeux. Donc voilà, on met ce partenariat en place pour cette année. Bien évidemment, l'idée, c'est de faire un bilan et d'apporter toute modification si besoin, si on pensait à quelque chose pour les prochaines conventions ou prochains partenariats sur les prochaines années. Donc, ces enfants vont venir sur la structure du pôle où nos enfants iront sur leur structure pendant les vacances scolaires, c'est les périodes de vacances. On n'aura pas plus de 5 enfants du DAI. Même on va commencer par 2 ou 3. Voilà. Donc ces enfants-là, en règle générale, sont connus de nos petits collégiens qui fréquentent aussi le pôle enfance-jeunesse. Et on va dire qu'ils sont toujours accompagnés d'éducateurs. Donc voilà, c'est pas nos animateurs qui prennent en charge les enfants et c'est pas non plus les éducateurs qui prendraient en charge le groupe junior ou ado qui irait au DAI. Donc c'est vraiment un travail commun et ça c'est ce qui est très très important. Après derrière, effectivement, on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça voilà pour la gloire. C'est vraiment des échanges et nous, nos animateurs vont apporter leur professionnalisme en termes d'animation et à l'inverse, les éducateurs vont permettre d'apprendre à nos animateurs des techniques aussi d'accueil d'enfants en situation de handicap parce qu'il y a très peu de formations qui existent et ils vont pouvoir en bénéficier grâce à ça. Et vu qu'on est destiné à en avoir de plus en plus puisqu'on va manquer cruellement de ces structures d'ici quelques temps, et il faut je pense qu'on forme aussi, qu'on se forme tous au handicap et vraiment c'est une très très belle expérience et voilà, j'espère que ça vous aura plu la présentation. S'il y a des questions, des remarques, voilà. Après s'il y en a s'il y a des questions qui vous viennent même d'ici 1 ou 2 jours, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter aussi. Alors j'en reparlerai d'ici là, la semaine prochaine en commission aussi, si des fois il y avait des questions, des interrogations, n'hésitez pas en tout cas. Merci. Donc voilà, donc on vous demande d'approuver la convention qui doit intervenir entre le dispositif d'accompagnement d'inclusion, Simone Veil, et les PEP 42 de Moron-les-Bains et le pôle enfance-jeunesse de la ville de Vauche, et de m'autoriser à signer la dite convention. Donc voilà, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Nous allons maintenant présenter la délibération, la convention avec l'agence d'urbanisme Épure. C'est un programme partenarial d'activités mutualisées. Donc Bertrand. Bonsoir, oui ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, l'agence d'urbanisme dont la commune est adhérente définit et approuve chaque année un programme partenarial d'activités mutualisées pour lequel il sollicite de ses différents membres une subvention. L'objet de la convention est de définir le cadre et les modalités selon lesquelles le montant de la subvention de la commune a été déterminé en fonction du programme tel que défini ci-dessus. Donc la subvention de la commune à l'agence d'urbanisme s'élève à 18 450 € en 2021. Donc il s'agit d'approuver la convention avec l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. En consultant la fiche programme, j'ai vu que les travaux avaient démarré en 2020. Je voulais d'une part savoir si on avait déjà réglé une subvention en 2020. Et je vois que les travaux sont sur 3 ans. Est-ce que ces 18 450 € seront à régler chaque année pendant 3 ans? Et ma dernière question, c'est comment est calculée cette subvention de 18 450 €? Est-ce que c'est un forfait ou en fonction des thématiques demandées par la commune, puisque j'ai vu qu'il y avait plusieurs accompagnements?
Donc effectivement, la convention a démarré en 2020. On a déjà versé une somme à peu près similaire en 2020. Et elle sera pendant 3 ans, notamment dans la prochaine délibération qu'on va voir pour la révision du PLU. Donc c'est calculé par rapport effectivement à la charge de travail qu'on leur demande et qui régule d'année en année suivant ce qu'ils font. Pas d'autres questions? C'est bon. Donc, c'est pour approuver la convention avec l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise et de m'autoriser à signer la convention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Maintenant, nous passons donc à la révision du plan local d'urbanisme. Donc, Bertrand. Effectivement, donc on fera appel au service des PUR. Donc, vu le code de l'urbanisme, notamment différents articles, vu le schéma de cohésion territoriale Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013, la mairie présente les raisons de la révision du PLU. Les objectifs réglementaires qui s'imposeront dans le cadre de l'élaboration du PLU, donc c'est prendre en compte la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, et ses décrets d'application, dont les objectifs suivants sont lutter contre l'étalement urbain, prendre en compte la biodiversité, contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'efficacité énergétique, anticiper l'aménagement opérationnel durable, également prendre en compte les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, dont les objectifs sont les suivants: étudier la densification et la mutation des espaces bâtis, faire une analyse rétrospective dans la consommation des espaces au cours des 10 dernières années, fixer les objectifs chiffrés de la modération de consommation de l'espace, mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT Sud-Loire pour ce qui nous concerne. Les objectifs communaux: re-questionner les secteurs de développement de l'habitat et maîtriser le développement urbain, renforcer la mixité fonctionnelle et sociale, revoir les dispositions réglementaires afin de maîtriser les formes urbaines, identifier les poumons verts et proposer un maillage mode actif, valoriser et mettre en valeur le patrimoine environnemental et paysager, étudier et préserver les continuités écologiques, prendre en compte les mobilités douces, conforter les activités économiques locales. Donc le conseil municipal décide de prescrire la révision du PLU, que la révision porte sur l'intégralité de la commune conformément à l'article L 153-1 du Code de l'urbanisme, que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes, donc moyens d'information, articles dans la presse locale, articles dans le bulletin municipal et informations sur le site internet. Les moyens d'expression, donc le public pourra faire part de ses observations par courrier ou les déposer sur un registre mis à disposition en mairie. Jour et horaire habituel d'ouverture au public de la mairie. Au moins une réunion publique sera organisée. Également d'associer à la révision du PLU avant l'arrêt de projet lors de la réunion, conformément au code de l'urbanisme, les personnes publiques associées et les personnes publiques consultées qui en auront fait la demande, ainsi que les personnes publiques qui demanderaient à être consultées à leur demande au cours de l'élaboration du PLU. Et de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de la prestation ou de service concernant la révision du PLU, et de solliciter l'État une dotation, de la part de l'État une dotation pour couvrir les dépenses nécessaires à la révision du PLU conformément à l'article L 132-15 du Code de l'urbanisme, ainsi que l'aide financière du conseil départemental. Moi j'ai une question qui concerne plus concrètement la méthodologie de la démarche. Parce que j'ai à peu près bien compris que cette opération va s'étaler, va s'étendre sur 3 années. Très concrètement, comment les Vauchois vont-ils pouvoir être associés à la démarche? Quand je dis à la démarche, je dis à la concertation.
Parce que l'information est une chose, la concertation en est une autre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la méthodologie? Comment les élus que nous sommes ici dans ce conseil municipal vont-ils être associés à la réflexion sur chacun des 8 objectifs municipaux que vous avez dressés là, que je trouve très bien, hein, très pertinent. La question c'est très concrètement comment on va pouvoir traduire en réalité concrète ces objectifs et collégialement associer le plus de monde possible en trouvant la bonne méthode bien sûr, mais faire en sorte que tout le monde se sente partie prenante de l'avenir de la commune, quoi. C'est ce qui est notifié dans la proposition de délibération d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une réunion publique à minima. Chaque riverain peut faire part de ses remontées. Et ensuite, c'est également répondre aux demandes de l'État et aux réglementations et aux différentes lois de l'État. Donc il y a des choses qui nous sont opposées, et de là, après, chacun peut effectivement venir consulter. D'accord, mais il n'est pas prévu dans l'organisation du conseil municipal des travaux de commission pour réfléchir. Alors, on parle des mobilités douces, par exemple. Enfin, chacun pourra avoir un avis là-dessus et essayer de dessiner un peu ce que ce pourrait être et comment ça pourrait se passer, etc., quoi. Je parle de démocratie participative, là, pour le coup. Bien sûr. Déjà, il existe une commission urbanisme qui va forcément travailler tout le long de ces 3 années sur l'élaboration de ce PLU. Donc, effectivement, après, au sein de la commission, on peut très bien décider d'aller sur le terrain, de faire plus de réunions publiques, de mener d'autres actions. Ça sera la commission d'y réfléchir. Mais effectivement, le but, c'est de consulter le plus largement possible et de trouver les meilleures solutions en répondant aux différentes réglementations de l'État. Ouais, d'accord. Donc j'entends que c'est la commission urbanisme qui est le moteur de l'opération. Tout à fait, c'est elle qui pilote. D'accord. Ouais. Ok. Tout à fait. Je dirais en partenariat avec l'agence Épure, puisqu'on se fait accompagner quand même de l'agence Épure, c'est eux qui vont nous guider dans la procédure de révision. Il faut pas croire que ça va tout modifier au niveau de la réglementation. On a un PLU existant. Je le rappelle, il avait été quand même mis en révision en 2001. En 2001 pour être presque approuvé en 2004-5 et qui, par l'avis du préfet, a refusé d'accorder le PLU pour la problématique du PEB, le plan d'exposition au bruit. Donc ça avait remis encore 2 années pour que à la fin, ce soit le préfet qui a imposé la modification de notre PLU pour le faire appliquer donc dès 2007 exactement. Et il faut savoir aussi qu'un PLU, il a, c'est pas une durée de vie, mais au bout de 10 ans, on estime qu'un PLU, il arrivait en bout de course et qu'il faut lancer une révision. Donc nous, on a quand même duré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a décidé de lancer une révision. Et à partir déjà de 2017, on a lancé tout un tas de modifications, des modifications de droit commun, pour répondre à des besoins d'évolution à court terme. Donc à partir de là, les services de l'État nous ont quand même accordé ces modifications pour nous permettre d'avoir des projets. Et maintenant, on arrivait vraiment au bout. On nous a notifié qu'il fallait passer maintenant à la révision de notre PLU. Il faut savoir aussi qu'en parallèle, donc c'est ce qu'on va voter alors à CCFE, parce que les autres communautés d'agglo, donc c'est pas une obligation, mais tout ce qui est Saint-Étienne Métropole et communauté d'agglo, de Loire-Forêt, eux, ils sont déjà passés à un PLUI intercommunal. Donc, les avantages, il y a très peu d'avantages d'un PLUI parce qu'il a fallu qu'on se renseigne. Nous, à Forêt-Est, en tous les cas, on est une communauté nouvelle. On n'est pas prêt à s'engager sur un PLUI. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes de Forêt-Est qui vont lancer la révision de leur PLU ou de la carte communale
pour ceux qui en ont. Et puis après, on est en train de réfléchir. De toute façon, ça va être une obligation, je pense, à la prochaine mandature, dès 2026. Donc, je sais qu'il va y avoir une délibération à Forêt-Est pour nous demander, et là, il y aura encore la minorité de blocage qui va jouer pour dire est-ce qu'on est prêt à avoir un PLUI ou est-ce qu'on attend 2026 pour lancer la révision du PLUI. Alors, on ne reste pas les deux pieds comme ça dans les mêmes sabots, mais on commence à travailler, on regarde ce que les autres ont mis en application et on essaye d'avancer pour qu'en 2026, si la loi nous l'oblige, on soit prêt, qu'on ne soit pas au pied du mur à 2026 en disant ben maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est tout ce travail-là. Et puis pour la révision de notre PLU au niveau de la commune de Vauches, on ne va pas modifier non plus tous les zonages. On a de la zone agricole, on a de la zone, je dirais, naturelle. On a forcément des contraintes, nous, liées de par notre ville au PEB, donc le plan d'exposition au bruit qui a une bonne partie de notre territoire. On a également le site Natura 2000 avec les bords de Loire. On a des zones artisanales, on a des zones commerciales. Donc tout ça, ça va se jouer, je dirais, un petit curseur. On ne va pas modifier le règlement, on pourra modifier le règlement, les hauteurs, c'est ce qu'on avait un petit peu parlé. Moi, je ne voudrais plus... alors, je veux voir la possibilité qu'on a avec Épure, puisque c'est eux qui vont quand même nous guider. Moi, je ne voudrais plus se retrouver comme on a connu par le passé, et comme on accepte encore aujourd'hui, puisque notre PLU, il est encore d'actualité, des habitations avec des hauteurs. Nous, on a la particularité aussi d'avoir des logements qui sont, je dirais, des maisons en R+1, la plupart du temps, un sous-sol et machin. Et après, on se retrouve avec un immeuble de 4 étages juste à côté. Donc, moi, ce que je voudrais mettre en place, j'ai commencé à en parler à l'agence Épure, c'est qu'on travaille en quelque sorte en cascade. C'est-à-dire quand on arrive en fin de zone ou en début de zone, si on a un R+1, on recommence par un R+1 pour après monter à R+2, R+3. Faire une espèce de pyramide pour plus se retrouver avec des bâtiments qui viennent à ras les clôtures et puis après on se retrouve avec des vues plongeantes sur les habitations d'à côté. Donc tout ça, bien évidemment, on le travaillera. Donc Bertrand, qui mène la commission urbanisme, fera participer bien évidemment la commission pour ces réglementations, en fait, ces curseurs qu'il faut mettre. Oui, également, on aura travaillé également sur les logements sociaux. Vous savez que nous, on est contraints à la loi SRU. Donc pour l'instant, c'est comme ça, on est dans l'unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert. On est soumis à la loi SRU, l'article 55. Il faut qu'on ait les 20% de logements sociaux. Il va falloir travailler là-dessus, puisqu'il va falloir déterminer maintenant dans les constructions nouvelles, il va falloir nous dire le curseur, à combien on le met. Est-ce qu'on met à partir de 6 habitations, on oblige 50% de logements sociaux ou 30%? Est-ce qu'à partir de 4 habitations, on commence à demander du logement social? C'est tout ça qu'il faut, parce qu'il faut qu'on respecte aussi la mixité sociale. On ne peut pas mettre tout du social, et puis il faut qu'on mixe. Donc voilà. Mais on va travailler bien évidemment tous ensemble pour cette révision du PLU, parce qu'on l'engage quand même sur une durée quand même de 10 ans. Donc il ne faut pas qu'on fasse tout et n'importe quoi. Donc là, actuellement, on est en train de lancer en parallèle des études. Donc bien évidemment, il nous les faudra en étude d'évaluation environnementale qui va nous servir pour la zone des Murons 2. On va lancer aussi une étude de trafic, de déplacement. Donc tout ça, c'est tout en lien avec la modification la révision de notre PLU.
Oui, je me posais une question en vous écoutant. Par rapport au précédent PLU, la précédente révision, nous avions d'ores et déjà été accompagnés par l'association Épure. Bien sûr. Oui. En fait, Épure, on a des rentes aussi pour ça, donc c'est en partenariat. Et c'est, bon, la seule, je dirais, c'est pas la seule agence qui existe, mais en tous les cas, c'est l'agence référence pour le département de la Loire. Pour avoir regardé l'intégralité de la constitution d'Épure et les travaux, je trouve que c'est très professionnel comme association. Voilà. Je suis... Je vous ai félicité, vous êtes 3e président et d'autant plus trésorier. Donc peut-être que pour les fois prochaines, on pourra avoir des subventions un peu moindres, on ne sait jamais. C'est pour ça que, Madame Roche, je me suis mis dans beaucoup de structures telles que le SCOT Sud-Loire, parce qu'on m'a toujours dit, quand on n'est pas présent, eh ben, on n'est pas servi. Donc, je préfère être présent, assister à toutes les réunions. Donc, effectivement, je suis le vice-président pour la concertation du territoire, de toute la partie Saint-Étienne Métropole, et également donc, le Scutoir, c'est les monts du Pilat, etc. Aussi bien de la zone montagne que de la zone plaine. Il faut que je sois présent, parce que quand on n'est pas présent, eh ben, les autres font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je veux bien défendre mon territoire. C'est pour ça que je me suis mis vice-président. Et également, pour avoir un œil plus averti sur l'agence Épure, j'en suis devenu le trésorier. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Merci. Votez à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer à... C'est quoi? C'est la vente d'un tènement qui est situé au lieu-dit la Croix-Rappot. Effectivement, donc il s'agit d'un tènement dont la municipalité est propriétaire depuis le 17 novembre 2001, d'une parcelle cadastrée ZI 565 et d'une surface de 518 mètres carrés située au lieu-dit la Croix-Rappot. Le groupe Atrium envisage un projet immobilier sur la parcelle cadastrée ZI 566 à Tenante, située rue des Sicards. L'acquisition de la parcelle limitrophe serait donc l'opportunité pour cette société d'étendre l'assiette de son projet. Après avoir pris connaissance de l'estimation du service des domaines, le groupe Atrium a fait part de son intention d'acquérir la parcelle ZI 565 pour le prix de 100 € le mètre carré, soit un total de 51 800 € correspondant donc à l'offre, à la proposition des domaines. Au vu de l'intérêt que représenterait l'aménagement de cette parcelle pour le maillage du secteur de la Croix-Rappot, l'allée des Primes Verts, la rue des Sicards et la rue du Gabion, donc il s'agit d'approuver la cession de cette parcelle au groupe Atrium au prix de 51 800 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la vente du tènement concerné, qui sera rédigé en l'étude de Maître Maurier-Varenne, notaire à Vauche, et d'imputer donc les frais relatifs à la transaction à la charge de l'acquéreur. Oui, j'avais une remarque et une question. Je commençais par la remarque, puisque pour avoir regardé le prix au mètre carré sur d'anciennes ventes, je trouve que 100 € du mètre carré est bien, c'est bien pour la commune. Ma question, c'était de savoir, au niveau des constructions sur ce terrain, est-ce qu'il y aura des maisons individuelles ou des immeubles? Ce seraient des maisons individuelles, parfois accolées, mais en tout cas R+1, puisque c'est dans notre PLU. On ne peut pas aller plus haut, donc c'est en adéquation avec le PLU et plutôt sur l'individuel ou de l'accolé. Et 100 €, comme vous l'avez signalé, c'est en fait, on est dans l'obligation d'avoir l'avis des domaines. Donc c'est eux qui nous fixent les tarifs en fait des prix du terrain. Oui, Magali?
Oui, il y a une phrase que je ne comprends pas ce qu'elle veut dire en fait. C'est mentionné au vu de l'intérêt que représenterait l'aménagement de cette parcelle pour le maillage du secteur de la Croix-Rappot, allée des Primes Verts, rue des Sicards, rue du Gabion. C'est quoi l'intérêt dont vous parliez en fait? Il s'agit de connecter cette bande de terrain avec les rues que vous venez de citer, l'allée des Primes Verts, la rue des Sicards et la rue du Gabion. Donc ça veut dire qu'au départ de la ZI 565, il va y avoir une voie qui va être construite pour rejoindre la rue du Gabion et enlever le chemin piétonnier. Enfin, je comprends pas. Enlever le chemin piétonnier. La rue du Gabion, elle est quand même pas à côté du Non, ZI le but c'est de 565. mailler les rues, donc de relier l'allée des Primes Verts à la rue des Sicards par la parcelle ZI 566. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, leur parcelle ne serait pas un cul-de-sac, ce qui aurait été le cas si on ne vendait pas ce tènement, mais le maillage pourra se faire aussi bien. Donc il pourrait y avoir une entrée, par exemple, vers le ZI 565 et une sortie vers le ZI 566. Voilà. Ça sera double C'est sens ça. même. Ça Voilà. sera double sens. Et ils ont pas. Et Merci. tu le justifiais puisque tu parlais de la rue du Gabion. En fait, c'est un maillage, mais c'est voie piétonne, puisqu'on a un petit chemin qui passe C'est de ça. la rue du Gabion et qui rejoindra forcément donc le lotissement des Primes Verts et qui rejoindra le nouveau, je dirais, les nouvelles parcelles. Et au niveau voiture, donc ça c'est piéton, et au niveau voiture, effectivement, on pourra aussi se déplacer d'une rue à l'autre en passant des Sicards jusqu'à l'allée des Primes Verts qui débouche après sur la rue Molière en face de Carrefour Market. Oui, et peut-être à terme arriver jusqu'à la rue Gabion. En tout cas, pour l'instant, ça sera mode doux, mais pourquoi pas par la suite. D'accord. Non, mais Ça c'était permet ça, ce ma maillage question, en tout cas. voilà. D'accord. Merci. Je sais pas, Gilles, non? Hein? Ah d'accord. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Maintenant, nous arrivons sur la modification. C'est un état descriptif de division et le règlement de la copropriété qui est 626 avenue Irénée Laurent. Et c'est Roger. Oui, Loi. bonsoir à tous. Donc, c'est à la suite d'un acte de vente reçu à l'étude de Maître Brunel en 1996, la commune de Vosges s'était portée acquéreur de 3 lots dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. Ce bâtiment, vous le connaissez tous, c'est celui qui abrite l'agence postale de la commune à la cité Saint-Laurent. Afin de permettre le réaménagement puis la commercialisation des lots qu'elle possède, la SCI Irelo, c'est le deuxième copropriétaire avec la commune de Vosges, dont le siège est à Saint-Bonnet-les-Oules, souhaite faire établir un modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Elle ne peut le faire sans l'accord préalable de la commune de Vosges. Alors je vais vous passer l'état descriptif des 9 lots modifiés. Ils sont en annexe, il y a chaque lot qui est bien précisé. Donc vous avez compris que c'est pour réunir certaines pièces dans leur aménagement que cette société nous demande de passer cette délibération. Monsieur le maire, si vous voulez faire approuver la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble situé au 26 avenue Irénée Laurent, et de autoriser monsieur le maire à signer l'acte de modification de l'état descriptif de ce bien qui sera rédigé en l'étude de maître Laure Maurier-Varenne. L'ensemble des frais liés à l'établissement du modificatif de l'état descriptif et du règlement seront à la charge exclusive de la société Irelo. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de remarques ou de questions, Pas de remarques. nous allons passer au vote. Donc c'est pour m'autoriser à signer l'acte de modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité.
convention, c'est la convention opérationnelle entre la commune de Vauches et EPORA, donc l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. C'est pour la requalification foncière de la place Aristide Briand. Bertrand. Effectivement, la dernière convention, puisque la première convention avait été signée entre la mairie de Vauches et EPORA de 2011 à 2015, et elle visait donc la requalification du quartier Saint-Laurent. Vu la délibération du 4 novembre 2019 par laquelle le maire a été autorisé à signer avec EPORA une nouvelle convention opérationnelle de 3 ans, permettant une rephase opérationnelle de déconstruction, Monsieur le maire informe l'Assemblée que le programme initial de la convention opérationnelle prévoyait qu'EPORA, d'une part, complète sa maîtrise foncière par l'acquisition des parcelles B 1400, B 2642 et la nouvelle parcelle créée B 2759, et d'autre part, engage des travaux de requalification des 4 tellement concernés par le programme initial, désamiantage, déconstruction et démolition. À la suite de sa candidature, la commune a retenu la société Atrium Promotion en tant qu'aménageur du projet global de la place Aristide Briand à Vauches. D'un commun accord, les parties sont convenues que les parcelles suivantes B 2639, 2641, 1400, 2642, 2539, 2541 et 2759, acquises par EPORA, seront cédées en l'état dès 2020 à Atrium Promotion et que celle-ci s'engageait à prendre à sa charge le programme des travaux de requalification tel que prévu initialement. Ce changement dans la réalisation du programme des travaux emporterait plusieurs modifications financières au bilan d'opération. Le nouveau bilan financier prévisionnel prévoirait ainsi une diminution du déficit foncier de 466 463 €, passant de 1 396 982 € à 930 519 € hors taxe. Ce montant étant une estimation pouvant varier en fonction des loyers et autres recettes perçues par EPORA et des charges payées par ce même organisme. La ville devra s'acquitter de ce montant auprès d'EPORA au terme de la convention. En l'absence de réalisation de travaux par EPORA, la minoration d'EPORA ne peut pas être mobilisée. Donc il s'agit d'approuver les modifications dans la réalisation du programme des travaux, d'approuver le nouveau bilan financier prévisionnel tel que mentionné ci-dessus, et d'autoriser à Monsieur le maire donc à signer avec EPORA un avenant à la convention numéro 42 G 077 permettant d'entériner ces modifications. Je rappelle que le déficit prévisionnel de 930 000 € est la conséquence directe de la vente des parcelles pour un projet de construction de la halle. C'est votre choix qui ne correspond pas à celui des Vauchois ni à celui des commerçants et des forains du marché qui prennent de plein fouet la concurrence de la halle. Un choix plus judicieux aurait évité cette perte financière que les Vauchois devront supporter. Oui, j'ai bien pris note de cette demande d'avenant à la Convention. Moi, j'avais une question à vous poser, Monsieur le maire, puisque vous nous avez souvent parlé qu'EPORA n'était pas spécialement la structure la meilleure par rapport à nos avantages au niveau de la commune. Donc, j'aurais voulu avoir quand même de votre part la certitude que lorsque la Convention va se terminer le 4 novembre 2022, la commune ne va pas refaire une convention avec EPORA. Ce qui serait contraire à tout ce que vous avez pu nous expliquer jusqu'à présent sur le sujet. Je vais vous répondre, bien évidemment. EPORA, donc, c'est un organisme public qui a vocation justement à se substituer aux communes pour faire l'acquisition généralement de friches pour les dépolluer, déconstruire et désamiantage, etc. Et à revendre aux communes ces sites dépollués. Bien évidemment, ça a un coût, mais je rappelle que EPORA, depuis des années, donc,
ils ont des conventions avec notre commune de Vosges, puisqu'on avait plusieurs sites sur la commune. Exactement, on en avait 4, qui, je le rappelle, sont le premier, toute la restructuration du centre-bourg avec la place Abbé Blard. On a eu également, je dirais, le triangle SMT Plassard Pulsat, qui est à proximité de la gare, qui s'appelait le Volvon, le secteur Petit Volvon Gare, avec une convention. On a eu une troisième convention qui est je dirais, la place Aristide Briand avec l'usine Saka. Il y a eu une modification au niveau de cette convention, puisque dans cette convention, il y a eu quand même deux conventions, dont une modification, c'est ce qu'on appelle la TUMS. La TUMS, c'est les travaux pour la mise en sécurité. Donc il a fallu mettre tout de suite en sécurité ce qu'avait acheté Epora à l'époque, donc c'est-à-dire la déconstruction des amiantages, des pollutions de l'usine Saka. De plus, avec cette nouvelle convention, la TUMS, ils ont été obligés d'agrandir le périmètre, puisque vous savez qu'en 2014, la maison, je dirais, avenue Irénée-Laurent, donc au 30, 31, 32, s'était fissurée et il y avait péril imminent. Donc, ils ont incorporé dans cette convention avec Epora la maison, je dirais, Dos Santos, puisque c'était les anciens propriétaires. Et comme ça fait un cercle, ils ont agrandi encore ce cercle pour avoir la maison Patracone, où il y a eu provisoirement un parking qui redeviendra un parking prochainement. Mais voilà, ça comprenait toute cette partie-là au niveau de la TUMS. Et une convention supplémentaire, donc celle-ci qu'on est en train de parler aujourd'hui, donc avec Epora, c'est Saka. Donc l'acquisition, justement, une fois que tous ces terrains ont été démolis, dépollués, il y a encore des constructions à démolir, justement, pour l'implantation de la halle. Alors, ça, c'est la troisième des conventions. Et la quatrième des conventions qu'il y a encore, c'est, je dirais, le triangle Planchet, qui part de la rue du Lavoir et qui descend jusqu'à la gare. Donc, comment ? Oui, jusqu'au passage à niveau, donc à la gare. Donc, c'est la quatrième des conventions. Aujourd'hui, donc, la partie centre-bourg est terminée. La partie SMT Plassard est terminée également, du moins avec Epora. On a la TUMS qui est réglée, puisqu'il a fallu verser, je vais le rappeler, 455 000 euros 760, donc en 3 années, donc en 2017, 2018, 2019, où on a versé à peu près dans les 155 000 à chaque fois. Et puis il reste maintenant la convention Place Aristide Briand, qu'on traite aujourd'hui, et il va rester encore la partie triangle Planchet, où là, on a vu dernièrement les dirigeants de Epora, où on a décidé de diviser la zone en deux, donc qu'on appelle la zone plus nord et une zone sud. Nous, on va traiter pour la partie sud. On a déjà versé 400 000 euros à Epora, puisqu'il faut qu'à chaque fois, ils achètent, mais il faut que la municipalité reverse aussi pour devenir acquéreur. Donc il y aura certainement dans les prochains mois une prochaine délibération, justement encore avec Epora, pour la partie triangle Planchet. Et après, on en aura fini avec Epora. Moi, j'y tenais absolument parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec messieurs Deschandons et M. Bruyère
au mois de novembre, je crois, quand il était venu en mairie. C'est quelque chose qui pèse très lourd sur la municipalité. Moi, je dirais, ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. On ne va pas revenir en arrière, malheureusement. Ces choses-là sont arrivées. Maintenant, on en subit les conséquences, on les assume. Mais c'est pour ça que je veux vite en finir, parce que, bon, à force de payer, il faut quand même qu'on rentre dans notre argent. EPORA, c'est bien, je dirais, pour des structures, pour des villes ou des EPCI, quand il y a des projets. Ils aident les municipalités à acquérir tout de suite le bien pour pouvoir déconstruire, dépolluer, mais il faut que ça soit à court terme ou à moyen terme. Il faut qu'il y ait le projet derrière, dire, voilà, une fois que c'est déconstruit, dépollué, on va faire ça. Il va y avoir des bureaux, il va y avoir, j'en sais rien, un commerce, il va y avoir un hôtel, comme c'était prévu d'ailleurs vers la gare, mais ça ne s'est jamais fait. Donc c'est bien pour ces communes-là, ça les aide, mais sinon, quand ça dure trop longtemps, eh ben, les municipalités en ont toujours de leur poche, parce que les projets n'aboutissent jamais, et puis quand on a le terrain, il faut le payer. Et les dépollutions, déconstructions et désamiantages, ça coûte très très cher aux collectivités. Donc c'est pour ça que moi je vais vite m'en sortir. Alors j'avais bien eu la remarque des uns et des autres quand j'ai fait part de ce choix-là qu'on allait faire. Par contre, EPORA, on va toujours les retrouver, puisque j'avais parlé effectivement de la zone des Murons 2 ce jour-là. La zone des Murons 2, nous allons prévoir un aménageur au niveau de CCFE pour la commercialisation justement et les travaux de ces parcelles. Sauf que EPORA est partenaire des aménageurs, tels que Novim. Ils font partie de toutes ces structures. Donc forcément, on aura affaire à eux malgré tout, parce qu'ils sont, ils sont adhérents, ils sont partenaires à tel pourcentage, mais on aura toujours affaire à eux. Si je puis me permettre, les travaux des Murons, ça concerne la CCFE, ça ne concerne pas la commune en termes financiers. Non, mais c'était pour vous dire que quand on en avait discuté, en fait, on parle d'EPORA. Moi, je dis, je veux sortir de ces structures-là, je ne veux plus avoir affaire à eux, sauf qu'on a CCFE derrière qui ont en charge l'aménagement des Murons 2, et qui, forcément, on va retrouver EPORA avec CCFE. Simplement, au niveau de notre groupe, dire deux choses. C'est que si on devait se prononcer par rapport au projet, on serait naturellement contre, parce qu'on n'est absolument pas en accord avec le projet de la halle. Ceci étant, en termes financiers pour la commune, on voit bien que cette opération va nous permettre de diminuer le déficit foncier de la commune. Et donc, dans ce cas-là, on votera pour. Mais je vais le rappeler encore une fois. Ce qui s'est passé avant, c'était avant, les décisions qui ont été prises, malheureusement c'était comme ça. Il était prévu quand même, sur cette parcelle-là, la construction d'immeubles, de logements. Je pense que la personne qui était à l'époque à ma place était quand même très bien au courant que le PEB était une contrainte forte sur ces secteurs-là. Donc je ne comprends pas pourquoi on a demandé à un promoteur de nous faire des plans d'immeubles dans ce secteur, parce que normalement les plans, moi je les ai vus, ça devait être effectivement des immeubles en façade de la place Aristide-Briand, des immeubles sur deux ou trois étages, pour la rentabilité justement du promoteur. C'était pas possible. Donc je ne vois pas pourquoi on est parti sur un projet comme ça, alors qu'on savait perdument que c'était lancer un coup d'épée dans l'eau. Donc là, elle est venue comment? Il a fallu rechercher un privé, un promoteur privé, qui avait un projet autre que du logement, puisque dans ce secteur-là, il y avait à l'époque 13 logements, et le SCOT, le PLU,
n'autorise pas plus de 13 logements. Donc déjà, prévoir un immeuble avec 3 étages et puis 30 logements, c'était pas possible. Atrium s'est porté acquéreur justement de ces parcelles. Pour pouvoir faire du logement, ils en feront que 10. Ils avaient la possibilité d'en faire 13, mais le ténement qu'ils ont acheté ne permet d'en faire que 10, puisqu'il faut privilégier également le parking, puisque je le rappelle, c'est pour 70 mètres carrés une place de parking. Et le projet de la halle est venu comme ça, parce qu'on pouvait faire que du commerce. Alors, moi, vous pouvez en penser ce que vous voulez par rapport à la halle. Je pense que c'est un très beau projet. Les commerçants, on a eu l'occasion de les rencontrer à différentes réunions. Donc, je ne sais pas les commerçants que vous avez vus ou ceux que vous n'avez pas vus d'ailleurs, mais en tous les cas, il faut pas. Il y a eu des réunions spécifiques qui ont été faites avec eux et avec je dirais les forains non sédentaires, ceux qui viennent généralement le mercredi et le samedi. L'appréhension, moi, on l'a écouté, on l'a compris, c'est d'avoir une halle avec des commerces de bouche à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. La concurrence va aider justement à progresser. Il faut, quand on a sa petite étale et puis qu'on reste comme ça, on a de la petite clientèle. Si on n'a pas de concurrent, on ne va pas s'améliorer du tout. Ça permet justement, quand on a quelqu'un qui est un peu meilleur, où il y a plus de monde qui y va parce que la qualité, maintenant les gens recherchent beaucoup de qualité, les produits bio, les produits voilà, du marché. Il faut pas avoir peur de cette concurrence. Alors je ne comprends pas pourquoi ces forains craignent justement qu'une halle vienne s'implanter. Ça va amener du monde. Je l'ai dit à plusieurs occasions, d'ailleurs, au cours des réunions. Atrium, qui veut implanter la halle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait une envie, parce qu'il est vauchois, il a envie d'implanter ses magasins dans notre ville. C'est une bonne chose. Il faut savoir que la plupart des gens qui viennent au marché le mercredi ou le samedi, ce n'est pas des vauchois, c'est la plupart des villes à côté, aux alentours, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Éan, Avézieux, Saint-Médard, Saint-Galmier, Cusieux, Rivas, etc., etc. Ces gens-là viennent au marché parce qu'ils y trouvent leur compte. Demain, il y aura une halle, ça va encore amener beaucoup plus de monde, et on refuserait, pour n'importe quelle raison, on refuserait que Atrium implante leur halle sur le site. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'implanter sur une commune limitrophe à la nôtre. Et bien, tous les gens de Saint-Éan, Avézieux, Saint-Médard, Chambeuf, Saint-Bonnet-les-Oules, au lieu de descendre au marché, ils s'arrêteront au plus près parce qu'ils trouveront de la qualité. Et voilà, donc ils perdront, en fait, on perdra de la clientèle dans notre ville de Vauches et de l'attractivité. Moi, c'est mon opinion. Après, je comprends la vôtre. Vous êtes contre la halle. Effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est également un équipement urbain qui a lieu d'être dans une friche qui avait été pris effectivement par l'ancienne municipalité via Epora, mais il s'agit vraiment d'un aménagement urbain qui va apporter des choses pour les Vauchois et qui a le mérite également, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de faire baisser le déficit foncier de près de 500 000 euros sur un endroit où effectivement une opération de logement aurait été bien plus juteuse, mais n'est pas réalisable avec le plan d'exposition au bruit de l'aéroport. Donc voilà, on a bien compris vos remarques, donc on a noté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe au vote? Donc je passe la délibération donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de voter à l'unanimité. Maintenant, c'est une
convention d'adhésion aux prestations hygiène et sécurité du CDG 42 de la fonction publique territoriale de la Loire. Michel ? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Alors, tout de suite, je vous le dis, il s'agit d'un renouvellement de convention que nous avions déjà avec le CDG 42. Donc, notre collectivité adhère déjà aux prestations hygiène et sécurité du CDG 42. En fait, on bénéficie avec cette convention d'un service d'information et de conseil en matière de prévention. On a donc par cette convention accès à deux éléments. Le premier, c'est l'ensemble des informations qui est mise à notre disposition, l'ensemble des infos et de la doc diffusées par le CDG 42. Et la deuxième chose, si éventuellement nous avions pour le compte de notre propre collectivité des questions réglementaires ou techniques, eh bien le CDG 42 se les approprierait et essayerait de nous apporter des réponses appropriées à nos questions. Voilà. Cette convention, ça a un coût qui est de 120 € par an. Et en complément de ces deux points que je viens de citer, ça nous permet également, cette adhésion, de pouvoir bénéficier d'un appui, d'une aide dans les missions d'inspection d'hygiène et de sécurité qui sont obligatoires pour notre collectivité. On a eu l'occasion déjà, je vois Martine Desgouttes qui est au Conseil, on a eu, me semble-t-il, déjà l'occasion de les solliciter, notamment dans le cadre de la rédaction du document unique. Pour information, le document unique, c'est une étape importante au sein de notre collectivité. Donc on a eu leur aide à cette occasion. Des agents ont travaillé également, Martine Desgouttes également, sur ce dossier qui nous permettait d'apprécier les situations d'exercice des métiers de chacun, pour essayer d'en détecter les situations qui pouvaient les mettre en danger, côté hygiène ou sécurité, et bien évidemment d'y apporter des réponses. Voilà, donc c'est une convention que nous souhaitons renouveler avec eux. De toute façon, sur certains éléments, on sera obligé de les solliciter. Il y a des réunions qui sont obligatoires, des inspections qui sont obligatoires. Je pense qu'on a tout intérêt, vu le montant, de pouvoir bénéficier de cette convention. Vous avez dû le voir également, je le précise en annexe, à chaque fois qu'on les sollicitera, notamment sur ces missions d'inspection, effectivement, vous l'avez vu, il y a des coûts qui sont affichés par rapport aux prestations qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le CDG 42 pour les prestations hygiène et sécurité et d'autoriser à cette fin le maire à conclure la convention correspondante dont le texte est soumis au conseiller et qui s'appliquera le premier jour du mois suivant sa signature. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Donc c'est bon, on va passer au vote. Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, voté à l'unanimité. C'est la dernière, je crois. Attribution de bons cadeaux aux agents de la collectivité. Michel ? Oui, donc une délibération concernant notre souhait que de faire l'attribution de bons cadeaux aux agents de la collectivité. Nous souhaitons poursuivre, nous, la tradition dans notre collectivité, qui était de remettre à nos agents un cadeau en fin d'année. Ça se faisait, ça s'est toujours fait. On souhaitait poursuivre dans cette voie. Vous avez lu la délibération telle qu'elle est rédigée. En fait, il s'agit en l'espèce, et c'est en ces termes que c'est qualifié, de prestations d'action sociale qui doivent résulter d'une décision de notre assemblée délibérante. Ce qui explique qu'on en parle ce soir, évidemment, puisque vous avez un avis à émettre. Donc il nous revient donc ensemble de déterminer d'une part le type d'action, le montant et les modalités de mise en œuvre. Alors concernant le type d'action, vous l'avez vu, c'est un bon cadeau qui a été remis à nos agents d'une valeur de 25 € et les modalités de mise en œuvre est assez simple. Nous travaillons en partenariat avec l'Union des commerçants. Voilà. C'est-à-dire que nos agents munis de ces bons peuvent aller consommer ces bons uniquement dans les commerces Vauchois. Uniquement dans les commerces Vauchois. Tout le monde comprendra pourquoi. Voilà. Et puis l'Union des commerçants, entre guillemets, va faire notre banquier, puisque c'est eux qui vont effectivement rembourser les différents commerçants qui auront été sollicités par nos agents par l'intermédiaire de ce bon. Voilà, donc Monsieur le maire propose de soutenir cette démarche et demande au conseil municipal d'approuver l'attribution des bons cadeaux dans le cadre des fêtes de fin d'année aux agents, titulaires et contractuels de la collectivité, pour un montant approximatif de 3 500 €. C'est
un montant approximatif, puisqu'on ne sait pas, enfin, on sait combien on a d'agents, évidemment, et de personnes qui vont en bénéficier, c'est-à-dire tous, voilà, mais bon, certains vont consommer ou pas. Voilà. Ça, c'est au maximum. Et les crédits sont donc nécessaires, sont donc évidemment inscrits au budget de la collectivité, article 62-32. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui. Auparavant, c'était quel type de bons cadeaux qu'il y avait? C'était le même principe ou c'était des... C'était pas... Alors, des il y a cartes certainement eu plusieurs formes de cadeaux de fin d'année. Sur l'année dernière, c'était, me semble-t-il, une tasse, je ne sais plus comment on appelle, un mug avec peut-être des chocolats, etc. Quoi. Voilà. D'accord. Et ça concerne 2020 ou 2021? Ah ben, c'est fin d'année 2020, donc c'est un bon qui a été donné pour cette fin d'année 2020. Donc on délibère de quelque chose qui est déjà acté. Comment? On délibère de quelque chose qui est déjà acté. Oui, qu'on a partagé entre nous au niveau... Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et qui a été abordé, je me permets de le préciser aussi, c'est même après, qui a été abordé en commission économique également, parce que c'est important de le souligner. Et puis on pensait qu'on serait tous d'accord sur ce point, que d'une part d'attribuer un cadeau qui, vous l'aurez bien noté, a pour effet aussi d'encourager le commerce local. c'est très bien. D'ailleurs, enfin je ne sais pas, mais ça me vient à l'idée, peut-être que dans le cadre des colis seniors, peut-être que ce serait peut-être une alternative vous avez aussi. tout à fait raison, et c'est pas. une idée qui a été avancée d'ores et déjà par bon nombre d'entre nous. Voilà. Par À contre, réfléchir. oui, le fait qu'on délibère sur quelque chose qui est déjà acté, moi, ça me pose quand même problème. On n'est pas que là pour enregistrer des décisions prises, quoi. Donc, sur le principe, on s'abstiendra. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, bah, vous allez vous abstenir, d'accord. D'accord. Je pense que le public vauchois, et en particulier les commerçants, sauront l'entendre. Mais c'est pas par rapport aux commerçants, au contraire, ça on souligne que Oui, c'est une mais très vous bonne savez, idée. quand on prend des Mais c'est sur la décisions, façon de quand faire, on prend c'est des tout. décisions comme ça, commander des cadeaux comme ça a été fait par le passé, ça se fait bien en amont. Il faut y réfléchir. Voilà, quand on prend des décisions assez rapides sur ces sujets, il faut aller vite, quoi. Donc on n'a pas des conseils tous les jours non plus. Et très sincèrement, vous voyez, on pensait vraiment qu'on serait soutenu complètement par tout le monde sur cette idée-là, quoi. C'est la raison pour laquelle on est allé plus vite que la musique, effectivement. Mais sur l'idée, on vous soutient totalement, mais pas sur la façon de faire. Merci. Voilà, c'est tout. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Et merci. Votez à la majorité. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du conseil municipal. Il y aura juste une chose supplémentaire. Si vous voulez, vous avez vu qu'on a mis en place donc, le nouveau règlement. Le règlement, on vous envoie maintenant les délibérations le lundi pour que non plus il y a un gain de temps aussi. Et puis pour l'étudier, c'est normal que vous ayez au moins 2 jours, voire 3 jours supplémentaires pour étudier toutes ces questions de délibération. Donc voilà, donc on va poursuivre puisqu'on s'y est engagé, c'est écrit dans le règlement intérieur. Encore une fois aussi, je vous invite, moi si vous avez des questions, bien évidemment, sur l'ordre du jour du conseil municipal, je vous invite à envoyer un petit mail pour avoir des informations que vous n'auriez pas en votre possession et vous auriez besoin pour la délibération. Donc ça, je vous invite à bien volontiers à le faire. On répondra. Et également, si vous avez des questions d'ordre, je dirais pas de l'ordre du jour, mais d'autres types de questions, c'est la même. Vous pouvez nous les communiquer et on vous y répondra comme on a fait pour les réponses aux questions du Conseil du 15 décembre. Donc voilà, on essaiera de faire un petit formulaire, un petit récapitulatif de toutes ces questions pour que vous ayez les réponses également à vos questions. Donc là, on en a noté pas mal.
Des réponses ont été données, mais on reprendra les questions ou les interrogations qu'il y a pu avoir, et puis on y répondra également en vous envoyant un petit dossier. Voilà. Je vous souhaite en tous les cas de passer une bonne soirée, et j'espère que vous avez vos attestations. Donc voilà, et bien venir signer également le registre. Merci à tous et bonne soirée.